Bon matin à tous. Merci d'avoir accepté en si grand nombre notre invitation. Mon nom est Joëlle Boisvert. Je suis l'associée directrice du bureau de Garling WLG à Montréal et je suis très heureuse de vous accueillir ici ce matin. Je vous souhaite donc la bienvenue à la conférence « Le secret commercial, mieux vaut bien le garder ». La conférence d'aujourd'hui a pour objectif de faire la lumière sur la valeur des secrets commerciaux pour une entreprise et sur l'importance à accorder à leur protection. En effet, encore de nos jours, l'importance des secrets commerciaux d'une entreprise est sous-estimée lorsqu'on la compare aux brevets, aux marques de commerce ou aux droits d'auteur. Pourtant, quel que soit le secteur d'activité dans lequel les entreprises œuvrent, une composante importante de la gestion du risque d'une entreprise consiste à déterminer, d'une part, quels sont les secrets commerciaux et comment il convient de les protéger efficacement. Le sujet des secrets commerciaux est un sujet qui est très vaste. Nos conférenciers, après en avoir discuté entre eux longuement, pourraient vous dire qu'ils pourraient vous entretenir sur ce sujet-là pendant toute la journée, mais je vous rassure, nous vous libérerons à midi, au plus tard, comme prévu. Aujourd'hui, nos conférenciers vont nous parler de la définition exacte du secret commercial. Ils vont nous parler des mesures de protection importantes qui doivent être envisagées tant à l'interne qu'à l'externe de l'entreprise. Et ils vont aussi nous parler des recours possibles lors de la divulgation non permise des secrets commerciaux. Nous sommes, les membres de Garling WLG, particulièrement honorés d'avoir avec nous aujourd'hui M. Thierry Paul, que j'appellerai Thierry, n'est-ce pas? Sur le panel à titre de conférencier pour nous accompagner. Thierry est le chef de service de propriété intellectuelle chez CAE. Il possède, vous en douterez, une vaste expérience en gestion de la propriété intellectuelle et il dirige présentement le département de propriété intellectuelle de CAE à l'échelle mondiale, rien de moins. Il s'occupe de toutes les questions liées aux brevets, aux dessins industriels et aux secrets commerciaux à caractère technologique. Il ne fait nul doute que pour une entreprise innovante telle que CAE, la protection des secrets commerciaux est un enjeu de taille et c'est ce dont Thierry va nous parler ce matin. Thierry, en mon nom personnel ainsi qu'au nom de tous mes collègues, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci de faire partie de nos panélistes de ce matin. Je vous présenterai aussi, si vous me le permettez, nos autres conférenciers. Alors, à côté de Thierry, Benoît Yelle, Naïm Antaki, José Gervais et Alexandre Samy. Alors, Benoît Yelle est un agent de brevet agréé au Canada et aux États-Unis et c'est un associé de Garling WLG. Il fait partie de notre groupe de propriété intellectuelle et il est basé à Montréal. Benoît a la particularité de travailler dans un cabinet d'avocats, mais de ne pas être avocat. On dit souvent que c'est un de ses avantages. Et il détient un diplôme d'ingénieur et il a œuvré comme ingénieur brevet et agent de brevet pour une multinationale en télécommunications avant de se joindre à Garling WLG. Alors, Benoît Yelle. Naïm Antaki. Alors, Naïm est associé chez Garling WLG au sein de notre groupe de droit des affaires et c'est lui qui dirige notre groupe de droit de la technologie à Montréal. Ensuite, d'avoir une expertise en fusion, en acquisition ainsi qu'en financement, Naïm est un expert sur les questions de cybersécurité, sujet sur lequel il a donné d'ailleurs plusieurs conférences. Alors, Naïm. À la droite de Naïm, mon associé José Gervais, qui est une associée au sein de notre groupe de droit du travail et de l'emploi, basé évidemment aussi à notre bureau de Montréal. José conseille de nombreux employeurs nationaux et internationaux sur des multiples questions liées au droit de l'emploi et dont celle liée au secret d'aujourd'hui, à savoir la protection des secrets commerciaux et des droits de l'employeur à cet égard. Alors, merci, José. Et à la droite de José, mon associé Alexandre Samy. Alexandre est un associé qui œuvre dans le secteur de litige commercial et c'est lui qui dirige le groupe du litige du bureau de Montréal. Il représente de nombreuses entreprises, encore une fois, nationales et internationales, dans le cadre de différents complexes qui peuvent nécessiter notamment l'utilisation ou le recours à des recours extraordinaires, comme par exemple les injonctions, les saisies avant jugement, recours qui sont possibles lorsqu'il s'agit notamment de protéger des secrets commerciaux. Alors, mesdames, messieurs,
votre panel de ce matin. Chers conférenciers, encore une fois, merci d'avoir accepté de participer à l'activité d'aujourd'hui. Je vais parler plus fort pour le moment. En fait, encore une fois, bienvenue. Je tiens à remercier aussi tout le monde de chez Garlings et Thierry chez CAE pour la préparation de la conférence ce matin. Il y a un paquet de monde qui est impliqué en dehors de nous qui sommes sur scène, que ce soit des gens au niveau de la préparation du contenu pour nous aider à bien cerner parce que c'est un sujet qui est très, très vaste. Autant que les gens de notre service de marketing, de l'organisation d'événements. Donc, il y a un paquet de gens qui ont été impliqués dans la préparation. Et merci, encore une fois, merci énormément à l'organisation, tout ça. L'objectif aujourd'hui, honnêtement, c'est de nourrir la réflexion sur le secret commercial ou de l'amorcer dans vos entreprises si ce n'est pas le cas. Vous allez constater, on a des slides, des diapositives qui vont accompagner notre présentation tout au long de la matinée. Par contre, il y aura un condensé qui sera préparé par la suite et qui sera disponible à tous ceux qui en feront la demande. Donc, vous pouvez prendre des notes. Évidemment, on ne vous empêche pas de prendre des notes, mais ce n'est pas nécessaire de le faire. On pourra à ce moment-là vous fournir un condensé, comme je vous le disais. Vous êtes aussi invités à poser des questions au fur et à mesure de la conférence. La conférence, c'est davantage pour vous, pour nous. Nous, c'est un sujet qu'on espère bien maîtriser. C'est ce qu'on va voir, qu'on maîtrise bien. Puis, dans le fond, le fait que vous posiez des questions va nous amener à peut-être à adapter le contenu en cours de route. Mais honnêtement, on est là pour que ce soit pertinent à vos oreilles. Et si c'est des sujets qui vont être abordés plus tard, puis qu'on sait qu'ils vont être abordés en détail, bien, on vous indiquera tout simplement qu'on y reviendra. And of course, you can ask questions in English as well during our presentation or come to us afterwards for any clarifications. Anyways, we don't understand French very well, so it's not a problem. Il y aura évidemment la possibilité pour vous de poser des questions, comme je disais. Il y a des gens qui ont un micro, je ne sais pas où, c'est Christelle peut-être ou Delphine. Donc, simplement levez la main. Delphine ira vous voir pour qu'on puisse en parler. Donc, comme Joël l'a déjà mentionné, on va vous parler de définition et d'identification de secrets commerciaux avant de parler de mesures de protection qui s'appliquent autant à l'interne de votre entreprise qu'à l'externe. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions en cours de route. Vraiment, on est là pour vous. Donc, la définition du secret commercial, bien, en fait, c'est qu'il n'y a pas de définition unique qu'on peut s'entendre du point de vue international sur une seule et même définition. Il y a aussi même la terminologie sur laquelle on ne s'entend pas nécessairement. On va parler de secret commercial, dans certains cas, on va parler de secret industriel, secret de fabrication, secret de commerce, secret commercial et industriel. En fin de compte, ces expressions-là, pour le moment, on va les considérer toutes équivalentes. Et ça, c'est suffisant pour la formation de ce matin. Par contre, il y a une distinction entre secret commercial et information confidentielle. Ça, on la verra tout au cours de la présentation. Donc, 3 caractéristiques. Posséder une valeur commerciale, évidemment être tenu secret, puis être protégé adéquatement ou raisonnablement. Le fait de posséder une valeur commerciale, dans les faits, ce n'est pas nécessairement ça qui va être très limitatif, mais, comme je disais, ça amène quand même une distinction entre certains types d'informations confidentielles et les secrets de commerce et les secrets commerciaux. Il y a ça dont on va parler un peu plus tard. Le fait d'être tenu secret par son propriétaire, bien évidemment, c'est essentiel. Une fois que le dentifrice est sorti du tube, comme le veut l'expression, c'est difficile de le faire retourner à l'intérieur. Et ça élimine toute information qui serait déjà du domaine public. Donc, si l'information fait partie de ce que les gens connaissent, c'est évidemment pas un secret commercial. Ce que ça élimine aussi, le fait d'être tenu secret, c'est que ça élimine toutes les formes d'information où le propriétaire, avec un peu trop d'enthousiasme ou de méconnaissance, va aller divulguer au public. Donc, dans le cours du processus de développement de la propriété intellectuelle ou de l'innovation, de la gestion de l'innovation, entre autres, mais tout ce qui est communication aussi à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur, ça va être super important de prendre en compte l'aspect secret commercial. Et la définition du public, comme on va le voir plus tard, est vraiment très large. Donc, il faut faire attention dès qu'on est en présence de gens qui ne sont pas de notre entreprise, finalement. Puis le fait d'être protégé adéquatement contre les divulgations, bien, ça va faire l'objet, comme je vous disais tantôt, d'une portion complète de notre présentation où on va parler des mesures de protection. Pour commencer, on va vous parler un peu de définition et des aspects davantage internationaux, en tout cas multijuridictionnels du secret commercial.
Ce qu'il faut dire en partant, c'est qu'une divulgation publique, peu importe dans quel pays ou de quelle façon elle a lieu, c'est une divulgation publique. Donc, qu'elle ait lieu chez vous, dans votre marché, ou qu'elle ait lieu ailleurs, le résultat est le même. C'est pour ça que c'est important d'avoir une approche qui soit vraiment globale quand on va parler de secrets commerciaux. Et même si on est une entreprise en démarrage ou une PME, si on fait un voyage et qu'on en discute, le résultat est le même. On n'a pas besoin d'en parler chez nous pour que ce soit un problème. Si on prend au départ la définition du secret commercial au Québec ou au Canada, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas une seule définition uniforme entre les provinces canadiennes. Mais par contre, la protection des secrets commerciaux, c'est du ressort exclusif des provinces. Par rapport à d'autres formes de propriété intellectuelle, c'est quand même une distinction à poser. Donc, il n'y a pas de définition législative du secret commercial. Et en fin de compte, au Québec, ce qui arrive, c'est qu'on va généralement utiliser la définition qui est la définition du common law ou du droit commun. Pour ce qui est de la définition du secret commercial, par contre, les remèdes vont être différents, étant donné qu'on a un code civil, évidemment, ici. Il y a aussi certaines lois qui font référence directement au secret de commerce, mais je pense que ça, on va pouvoir y revenir plus tard dans la présentation, que ce soit la loi sur l'accès à l'information ou la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Il y a à ce moment-là des enjeux qui concernent le secret commercial. En ce qui concerne les États-Unis, c'est une bête un peu différente. Aux États-Unis, il y a une loi fédérale et il y a de multiples lois par État qui vont définir le secret commercial. Il y a une loi qui est une loi cadre qui est adoptée dans la majorité des États qui s'appelle le Uniform Trade Secret Act, UTSA, on va souvent le voir comme ça. Ça définit un droit d'action, dans le fond, qui a normalement préséance sur les droits les recours du droit commun. Par contre, il y a des exceptions. Ce n'est pas tous les États qui l'ont adopté. Par exemple, le Massachusetts et New York, qui sont quand même des États avec lesquels nous, on fait beaucoup d'affaires, les entreprises canadiennes généralement. De leur côté, ils n'ont pas encore adopté, puis je ne sais pas s'ils vont finir par le faire un jour, le Uniform Trade Secret Act, ce qui fait que de leur côté, il y a une nécessité d'usage du secret commercial pour qu'il reste pertinent pour l'entreprise, puis pour que les recours demeurent disponibles. Ce qui fait que, dépendant des États où on va faire affaire, aux États-Unis, ça va être important d'aller vérifier cette information-là. Il y a aussi une loi fédérale, le Defend Trade Secrets Act, qui crée un droit d'action qui est vraiment lié à un produit ou un service qui est utilisé ou conçu pour être utilisé de façon nationale aux États-Unis, inter-État, ou internationale entre les États-Unis et d'autres juridictions. Ce qui fait que si c'est une question qui se limite à un État, à ce moment-là, on tombe pas sous la loi fédérale. Et la loi de l'État va de toute façon avoir prévalence normalement sur la loi fédérale à ce niveau-là. Quand on parle de l'Europe ou du Royaume-Uni, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une collègue à nous, Alice Stagg, de notre bureau de Londres, qui a, à travers notre préparation, qui a elle-même aussi préparé du contenu au sujet du Royaume-Uni spécifiquement. Donc, ce contenu-là va être traduit très prochainement. Et Alice, ce qu'elle a fait, un podcast. C'est quoi en français, un podcast? Un podcast. Un podcast. Elle a fait un podcast en anglais, mais il s'avère qu'elle parle aussi très bien le français, donc son podcast va être traduit prochainement. C'est un des résultats, un des avantages d'avoir un groupe comme le nôtre. Donc, on a les experts au Royaume-Uni ou en France ou dans d'autres juridictions maintenant sur ces questions-là. Donc, ce qu'Alice résume dans son papier, c'est le parallèle entre le European Trade Secrets Directive et les lois qui ont été adoptées dans les différents États américains. Ça met l'Europe et les États-Unis à peu près au même niveau en termes de recours. Par contre, là, avec la question du Brexit au Royaume-Uni, là, c'est la question, est-ce que la directive européenne va continuer d'avoir force de loi, va continuer à s'appliquer? Ce n'est pas quelque chose qui a été encore déterminé, mais on s'attend à ce que ça le soit bientôt. Et ce que semblait dire, de toute façon, c'est qu'en termes de jurisprudence, en termes de décision, c'est quand même assez similaire avec la directive européenne. Le Royaume-Uni a quand même beaucoup influencé les lois européennes, ou les directives européennes. Dans le fond, l'idée, c'est qu'on a une définition suffisamment large des recours possibles. Puis c'est ça qui va être important. Dans les faits, par contre, qu'est-ce qu'on protège vraiment avec un secret commercial? De façon à vraiment pouvoir vous donner une meilleure idée de ce qui est vraiment protégé par le secret commercial, on va commencer par différentes définitions
des différentes formes de protection. Évidemment, il y a le secret commercial dont on a déjà parlé. C'est un sujet de propriété intellectuelle, mais ça couvre aussi plus large. Il y a d'autres formes d'idées qui sont couvertes également par le secret commercial. On va évidemment parler du brevet, qui est à mettre en opposition, comme Thierry l'a mentionné plus tôt, avec le secret commercial, dessin industriel, marque de commerce et droit d'auteur. Commençons par le secret commercial, comme je le disais. Je dis ici secret commercial et information confidentielle, puisque oui, il y a des distinctions, mais dans les faits, on est peut-être mieux d'aller couvrir un peu plus large, puis d'inclure certaines informations confidentielles qui peut-être répondent pas nécessairement aux 3 critères ou aux critères généralement acceptés pour le secret commercial, mais si on les protège de la même façon, il ne devrait pas y avoir de problème, puisqu'en général, le message ici, c'est aussi de dire que quand on met en place une protection pour les secrets commerciaux, ça va généralement être plus imposant, plus lourd à gérer qu'une protection traditionnelle, sauf que ça vaut la peine. Donc, tout renseignement commercial confidentiel qui donne à une entreprise un avantage commercial qui donne à une entreprise un avantage concurrentiel peut être considéré comme un secret d'affaires, secret commercial. Les technologies fondamentales et difficiles à recréer pour l'entreprise vont être vraiment la cible idéale pour le secret commercial. En fin de compte, quand la technologie est enfouie suffisamment creux dans le produit, si on veut, qu'elle n'est pas facile à détecter, qu'elle n'est pas facile à recréer, il y a déjà un incitatif créé par la quantité d'R&D qui est nécessaire pour accéder au marché. Vaut mieux, dans ce cas-là, garder l'information confidentielle. Par contre, si c'est quelque chose qui s'obtient facilement par rétro-ingénierie ou reverse engineering, à ce moment-là, on n'est pas au bon endroit avec le secret de commerce, puisque de toute façon, on va pouvoir obtenir l'information autrement. Et ça, il y a un bon exemple, code court, c'est aux États-Unis, mais ça s'applique quand même très bien ici. Vous avez, je regarde, là, je ne pense pas ici qu'il y ait personne qui connaît, qui n'a jamais utilisé un DVD. Là. Ça existe encore, les DVD, chez vous aussi, oui? C'est moins commun, mais c'est quand même une technologie qui est très courante. Donc, les DVD, au départ, si vous vous rappelez, on n'était pas capable de les copier, on n'était pas capable de les encoder, d'en créer, même pour faire des copies de sauvegarde sur nos ordinateurs, ça devenait difficile, parce que chaque lecteur de DVD avait une clé privée, donc une clé qu'on n'était pas capable de lire, pour décoder le contenu du DVD et le montrer à l'écran. Cette clé-là était un secret commercial, puisque en ayant accès au secret, à la clé qui était dans chacun des terminaux, on pouvait à ce moment-là commencer à créer des DVD. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une personne qui a passé suffisamment de temps à faire du reverse engineering, de la rétro-ingénierie d'un des appareils, et qui a réussi à décoder la clé privée. Et il l'a publié dans un logiciel en disant « Les gens sur Linux, les gens qui utilisent le système d'exploitation Linux, qui est théoriquement réservé aux nerds, mais qui de maintenant est partout, ou à peu près. Donc, les gens qui utilisent le système Linux vont maintenant pouvoir lire les DVD. Sauf que la conséquence était beaucoup plus large que ça. Parce que les gens ont repris ça, ont republié ça partout sur le net. Bien, pas partout, mais il s'agit que ça aille un peu sur le net, puis c'est déjà partout. Et à ce moment-là, le secret de commerce s'est complètement effondré. Donc, il n'y avait plus de valeur à cette information-là. Et on le verra tantôt en termes de publication, mais dans ce cas-là, la Cour a déterminé que ça avait véritablement été rendu public et que le secret de commerce avait été perdu. Donc, si la rétro-ingénierie vous permet d'accéder au secret de commerce, c'est plus un secret. Puis, c'est pas suffisant de le garder comme secret de commerce. Les processus de fabrication, les recettes, font partie de la protection par secret commercial. Ce qui est moins évident, quand on parle d'informatique, c'est les structures de base de données. Est-ce que ça fait partie du secret de commerce? Bien, ça dépend jusqu'à quel point cette structure-là est visible pour le public ou si c'est quelque chose qui est caché dans le produit. Encore une fois, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. La propriété intellectuelle des tiers, je l'inclus ici comme exemple de secret commercial potentiel. S'il y a tout le moins s'il y a de l'information confidentielle qui nous est confiée, bien, il faut au moins la traiter avec autant de rigueur qu'on le ferait avec la nôtre. Souvent, on va le faire avec plus de rigueur parce qu'il y a des conséquences aussi contractuelles à maltraiter l'information qui nous est confiée. Et les algorithmes de traitement de données, bien là, on est vraiment, encore une fois, dans une zone grise où, dans certains cas, on peut bien décoder comment les données sont traitées, par exemple. Et là, on ne veut pas aller par
un secret commercial puisque l'information va devenir visible, la technologie va être visible. Dans certains cas, c'est une boîte noire qui est opaque. La façon dont on traite les données, ça demeure dans une boîte opaque. À ce moment-là, si c'est le cas, bien, on ne veut pas divulguer cette méthode de faire-là, puisque dès qu'on va divulguer la méthode, bien, notre compétiteur va aussi remettre ça dans une boîte opaque. Donc, on ne sera pas capable de détecter que notre compétiteur met en place notre propre technologie. Ça, évidemment, c'est aussi un problème. Ça va jusque-là, des questions, des commentaires? N'hésitez pas, encore une fois, c'est du contenu qui est préparé pour vous. Le secret commercial est à mettre en relation avec le brevet, toujours, à mon avis. Là. Le brevet va couvrir une réalisation, un procédé, une machine, un procédé de fabrication, une composition de matière. En fait, jusqu'à récemment, c'était tout ce que l'homme crée ou touche. Là, il y a des changements dans l'industrie qui font que certaines inventions à caractère logiciel sont plus difficiles à protéger qu'elles l'ont déjà été. C'est un balancier, ça change en fonction des... je dirais aux États-Unis, à tout le moins, en fonction de qui donne le plus à quelle partie. Mais bon, ça fait partie du profil, ça fait partie du milieu dans lequel on agit. Donc, les méthodes et dispositifs de rendu d'image, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui va être propre à un brevet. Les systèmes mécaniques de déplacement, les inventions mécaniques vont toujours être brevetables, évidemment, puis les méthodes de traitement des données en temps réel aussi. Là, à ce moment-là, ça nous prend des ordinateurs qui sont spécialisés. À ce moment-là, on a moins de difficulté à faire passer au bureau des brevets ce genre de technologie. Puis on a déjà vu que les structures de base de données puis les algorithmes de traitement de données pouvaient être, dans certains cas, des brevets, dans certains autres cas, mieux protégés par des dessins industriels, par des secrets commerciaux, excusez-moi. Le dessin industriel, c'est une forme qui était mal aimée jusqu'à plus récemment, mais qui a repris beaucoup de vigueur. Et là, à ce moment-là, on va vraiment cibler des technologies, généralement, qui ont un marché de masse, du mass market, parce qu'on va aller cibler tous les aspects visuels. N'importe quel exemple, le vase ici, bon, c'est assez classique, c'est une forme assez ordinaire, mais n'importe quel objet qui a une forme qui est attrayante pour l'œil, ça va faire... éventuellement, pourrait faire l'objet d'une protection par dessin industriel. C'est vraiment l'attrait à l'œil qui est important. Avec le brevet, on cible la fonctionnalité, la fonction, comment ça fonctionne. Avec le dessin industriel, on cible strictement ce que ça a l'air. Donc, la bouteille d'eau, si elle a une forme particulière, on pourrait éventuellement la protéger, en autant qu'elle est nouvelle, évidemment. Mais le fait qu'elle contienne de l'eau ou qu'elle contienne autre chose, c'est absolument pas important du point de vue du dessin industriel strictement. On a un exemple ici d'un des simulateurs de CAE qui est protégé par dessin industriel, mais je pense que Thierry va pouvoir y revenir un peu plus tard. Après le dessin industriel, on parle aussi souvent de la marque de commerce qui va être primordiale, encore une fois, dans le marché de masse, mais n'importe quel marché de niche, je vous dirais, va avoir besoin d'être protégé correctement par une marque de commerce. C'est un signe qui permet de distinguer les produits ou services d'une entreprise et on cible vraiment le consommateur. C'est la confusion du consommateur qui va être le critère. Deux exemples de marques, Amazon.com, Amazon.ca. Et le logo est à la fois à côté Amazon.com, Amazon.ca, les marques qui sont juste nominatives. On s'entend, Amazon, il n'y a personne qui s'attend à avoir une forêt tropicale qui va être livrée chez eux, ce n'est pas descriptif. Il y a par contre certains autres projets, certains autres produits où la marque va devenir descriptive. Et à ce moment-là, on va avoir de la difficulté à l'enregistrer. La Buick LaCrosse, il n'y a pas de problème. On peut facilement reconnaître qu'on n'est pas en train d'être sur un terrain en train de jouer à la crosse. Par contre, si on mettait ça sur un bâton de hockey, par exemple, là, à ce moment-là, ça pourrait être jugé descriptif, puis ça empêcherait des gens qui voudraient vendre un bâton pour la crosse de l'appeler par un nom très descriptif de ce que c'est. Là, on ne parle pas de service professionnel, de cabinet d'avocat pour la crosse, là, on parle vraiment juste de voiture ou de bâton de hockey, on s'entend. L'autre chose qui est à dire au sujet de Amazon.com, c'est un bon exemple de marque de commerce qui est aussi un nom de domaine. Par contre, c'est une confusion qui existe dans la tête de plusieurs personnes. C'est pas la même chose. C'est deux droits de propriété intellectuelle distincts. Si on enregistre un nom de domaine, ça ne nous donne pas accès à la marque de commerce. Et si on a la marque de commerce, ça ne nous donne pas nécessairement accès au nom de domaine non plus. C'est des questions qui sont complémentaires. Il faut véritablement faire le développement de nos marques de commerce en considérant les noms de domaine. Aujourd'hui, c'est inévitable. Mais par contre, un ne va pas nécessairement avec l'autre. Dans le cas d'Amazon.com, Amazon.ca, ce sont leurs marques de commerce. Et à la fois leur nom de domaine. C'est un exemple particulier, mais ce n'est pas généralement le cas.
Une autre forme de protection, c'est les droits d'auteur. C'est des œuvres originales de nature littéraire, dramatique, musicale, artistique. En fin de compte, là, on parle vraiment d'une création. Des chansons, la parole et musique, les films, le matériel promotionnel dans une entreprise, matériel de formation, manuel d'entretien d'un avion, peu importe. Les logiciels, on dit souvent « Ah, j'ai pas besoin de brevet, mon logiciel est couvert par du droit d'auteur ». C'est vrai, le code en tant que tel du logiciel va être couvert par le droit d'auteur, mais c'est le code qui est couvert, pas la fonction que le code produit. Donc, si vous demandez à deux programmeurs dans la même pièce de vous programmer la même fonction, puis la probabilité qu'ils arrivent exactement au même code là, est à peu près nulle. Et c'est ça le problème en se fiant uniquement sur le droit d'auteur pour protéger un logiciel. On ne cible pas la fonction, on cible uniquement comment est-ce que le programmeur ou les programmeurs ont décidé de l'écrire directement. Puis ça, à ce moment-là, ça peut faire en sorte qu'on perde certaines protections. En même temps, ce n'est pas toutes les innovations, qu'elles soient logicielles ou autres, qui sont pertinentes pour le brevet ou pour le dessin commercial ou quoi que ce soit. Moi, le message est toujours le même, c'est que si vous ne vous posez pas la question en cours de développement, il y a peut-être de la valeur que vous avez laissée derrière, puis vous avez peut-être ouvert des portes à vos compétiteurs sans même vous en rendre compte. Donc, ce qui est important à ce moment-là, c'est d'avoir un processus qui va être mis en place pour être capable de bien faire les choses. Et avant de passer au processus, je pense que Thierry, tu vas pouvoir nous donner un exemple de projet chez CAE où on voit les différentes formes de propriété intellectuelle. Oui, en fait, c'est un exemple quand même intéressant que j'ai choisi ce matin. Ils sont tous intéressants, les exemples que j'aurais choisis, mais celui-là particulièrement, pourquoi? C'est que c'était une solution, juste pour vous mettre aussi un peu plus d'informations, c'est CI Tropos Simil XR, système visuel. C'est un produit qui permet d'ajouter des contaminants à une scène 3D. En clair, un contaminant, c'est quoi? Ça permet d'ajouter de la pluie ou de la neige ou n'importe quel autre phénomène atmosphérique qui peut avoir lieu dans une scène 3D. C'est-à-dire qu'un pilote va pouvoir voir à l'extérieur des fenêtres de son simulateur une reproduction de ce qui se passerait dans la vraie vie. Donc, un ajout au réalisme a été fait grâce à cette solution-là. C'est un produit qui est commercialisé par CAE. Ce qui est intéressant maintenant dans cet exemple-là, c'est qu'on était parti d'un secret commercial. C'est-à-dire qu'on voulait le garder comme secret commercial, c'est-à-dire dans notre voûte, garder vraiment très creux dans notre produit. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'on avait l'intention de faire une publication à nos clients et aussi une publication, c'est-à-dire au niveau mondial, de ce qu'était la base de données qui contenait cette information-là. Donc, pour une application bien précise, il fallait qu'on le protège par brevet, parce que tout le monde allait le savoir, finalement. C'est-à-dire qu'une partie de la solution, elle est brevetée. Donc, on a obtenu un brevet, on a eu du succès à l'obtenir il y a environ 2 ans, je crois. Environ, 2 ans, parmi bien d'autres, bien sûr. Mais il y a une partie de la solution qui est quand même gardée en secret commercial. C'est sûr que je ne vais pas vous dire exactement qu'est-ce que c'est ce matin, mais ça fait un lien avec tout ce qui est côté algorithme, tout ce qui est le côté code aussi. Donc, il y a quelques personnes à CA qui savent quel est ce code. Ensuite, si on regarde les autres éléments de propriété intellectuelle, sont quand même intéressants à regarder. On a le côté marque de commerce. Le nom du produit et la marque de commerce. Vous voyez le TM qui est juste à côté. Donc, on est protégé de cette manière-là. Et bien sûr, le droit d'auteur. Tout ce qui est matériel au niveau marketing, tout ce qui est description de produit, c'est notre droit d'auteur, c'est ACA. Vous ne pouvez pas le reproduire sans notre permission, bien sûr. Le dessin industriel maintenant, celui-ci est été un défi pour cette solution-là parce qu'on parle de rendu 3D dynamique. Donc, qui dit dynamique dit difficilement protégeable par dessin industriel. Mais il y a certaines possibilités. Dans ce cas-ci, on n'a pas de dessin industriel pour ce produit-là, on en a pour bien d'autres, comme Benoît l'a mentionné tout à l'heure, pour la forme du simulateur, pour la forme d'autres éléments qui sont à l'intérieur du simulateur ou à l'extérieur du simulateur ou utilisés avec le simulateur. Donc, c'est dans cet ordre d'idée qu'on protège notre propriété intellectuelle. Ça vous va jusqu'à présent? Questions, commentaires, encore une fois, on y va dans le contenu, mais on est là aussi pour répondre à vos questions éventuellement. Donc, comment on fait dans le cadre d'un projet complexe comme ça pour être capable d'arriver à identifier correctement des secrets commerciaux? Bien, ce qu'il faut dire, a priori, c'est qu'il faut avoir mis en place
une culture de protection. Et vous le savez, là, culture eats strategy for breakfast, puis d'autres vont dire culture eats strategy for breakfast, lunch and supper, dans le sens où si votre stratégie d'entreprise n'est pas bien ancrée dans votre culture d'entreprise, vous pouvez mettre les stratégies que vous voulez en place, il n'y a rien qui va arriver dans votre entreprise. C'est pour ça que le développement de processus systématiques de gestion de l'innovation va être essentiel, mais ce n'est pas juste de mettre en place le processus, ça va être de faire de la formation continue aussi des intervenants qui sont impliqués avec tous les aspects de secrets commerciaux. Il ne faut pas aussi perdre de vue les secrets commerciaux, mais en fait toute l'innovation. Il ne faut pas perdre de vue justement les secrets commerciaux dans la gestion de l'innovation. Il ne faut pas perdre non plus de vue qu'il y a des secrets commerciaux qui sont créés ailleurs dans l'entreprise que strictement dans la gestion de l'innovation. Donc, tout ça doit faire partie d'un message cohérent qui est rendu dans votre entreprise et il faut que ce soit rendu à tous les niveaux hiérarchiques. Il n'y a rien de pire dans une entreprise quand il y a des gens qui sont engagés pour faire de la mise en valeur de secrets commerciaux et que le message qu'on reçoit d'en haut, c'est « Ah non, on ne passe pas de temps là-dessus, c'est juste pour nos chiffres ou c'est juste pour autre chose ». Là, à ce moment-là, il y a une incohérence entre ce qu'on essaie de faire dans l'entreprise et le message qui est rendu. J'écoutais Marc Parent, votre président, l'autre fois, parler de brevets, des intervenants, puis c'est évident que pour CAE, ça revêt une importance cruciale, puis ça l'a toujours été crucial à l'entreprise. Et ça finit par percoler dans l'entreprise, puis on voit les effets, c'est certain. Il y a aussi une question de reconnaissance et de valorisation des individus. C'est beau de dire « Ah oui, je compte sur toi pour le faire », mais s'il n'y a aucune reconnaissance, à un moment donné, l'individu va perdre de vue cet aspect-là, parce que généralement, la protection de la propriété intellectuelle ou de l'innovation, ce n'est pas quelque chose qui va être inscrit dans le rôle des gens, des inventeurs eux-mêmes. Il va y avoir des rôles parallèles qui vont être responsables de ça, mais les inventeurs ont souvent besoin de mettre du temps personnel sur la protection de la propriété intellectuelle. Et s'il n'y a pas de processus de reconnaissance et de valorisation, à ce moment-là, ça devient difficile. C'est certain que les secrets commerciaux doivent aussi être reconnus, mais ça demande beaucoup plus de tact, évidemment, parce qu'on ne veut pas nécessairement identifier très clairement qui et comment nos secrets commerciaux sont distribués dans l'entreprise. Mais quand même, la reconnaissance et la valorisation des individus, il ne faut pas le perdre de vue. Puis encore une fois, chez CAE, c'est quelque chose que vous faites systématiquement. Oui, quand même systématiquement. On a un programme qui s'appelle Eureka à CAE. Je pourrais ça aussi vous en parler longuement. Ceux qui veulent en entendre parler un peu plus, la pause va être là pour ça ou après la conférence. Mais je veux quand même vous donner un bref aperçu. Qu'est-ce que c'est le programme Eureka? En fait, le programme Eureka reconnaît nos inventeurs, ceux qui participent à l'innovation. C'est-à-dire qu'on dépose une demande de brevet, ils sont récompensés. C'est des incitatifs qui leur sont fournis. Mais au-delà de l'aspect monétaire, c'est l'aspect, je dirais, reconnaissance. Je mettrais même un plus là-dessus, c'est-à-dire qu'une fois que le brevet est obtenu, on leur donne des plaques. Ensuite, il y a une plaque aussi, ce que vous voyez, là, c'est le mur des brevets qui est assez haut. Il a l'air tout petit maintenant comme ça, mais vu en réel, je vous... Bien, juste, on voit, là, il y a 4 écrans complets. Là, ça, c'est le centre du mur. Là, effectivement, c'est très impressionnant comme on voit. 4 écrans de 50 pouces, donc c'est assez intéressant. Donc, on leur dit qu'ils sont là pour la prospérité. Donc, quand on dit reconnaissance, on dit que vous pouvez avoir le meilleur processus sur Terre, les meilleures boîtes qui connectent en diagonale dans tous les sens. Mais s'il n'y a pas des gens qui sont l'âme pour la faire fonctionner, eh bien, c'est voué à l'échec. Donc, c'est pour ça qu'on a le programme Eureka, pour pouvoir les récompenser. C'est sûr qu'il y a une contrepartie pour CAE, c'est-à-dire qu'on veut plus de brevets, on veut plus d'innovation, on veut la protéger, c'est certain, mais il faut qu'il y ait la contrepartie encore plus grande pour nos employés. Donc, on a des cérémonies aussi, des fois, on remet, ils ont l'occasion de rencontrer justement Marc Parent, qu'on parlait tout à l'heure. Donc, Marc Parent parle souvent de notre sauce secrète à CAE. Donc, et c'est vrai que nous avons une sauce secrète, même sous la torture, on ne vous la livrera pas, mais c'est des choses à garder en tête. Moi, je vous dis, s'il y a une chose que vous devez retenir de la conférence, c'est en plus de ce qu'on va vous donner comme enseignement au niveau théorique et pratique aussi, mais c'est faites confiance à vos employés, mais surtout reconnaissez-les parce que c'est eux qui vont mettre du moulin, qui vont mettre l'eau au moulin, excusez-moi, le moulin là, l'eau au moulin qui vont vous aider à pouvoir traverser à travers tout le milieu compétitif dans lequel vous êtes. Donc, on dit processus d'identification. Nous, processus d'identification, une des manières de pouvoir identifier des secrets commerciaux est à travers le programme Eureka. Donc, il y a d'autres manières dans l'entreprise de pouvoir le faire, mais ça, c'est une des manières.
un peu plus loin, je vais vous montrer le processus qu'on utilise avec les boîtes pour satisfaire tous et chacun. Donc, comme je vous dis, ça implique les employés. Mais les employés, on ne naît pas un jour en se disant « je connais les secrets commerciaux, je sais ce que c'est ». Donc, ils ont besoin d'une formation. On la donne à plusieurs niveaux, cette formation. Cette formation-là peut être, je vous dirais, soit une formation en ligne, obligatoire en ligne, mais très intéressante quand même. En tout cas, moi, je suis certain qu'elles sont intéressantes, ces formations-là. C'est toi qui donnes, c'est ça? C'est moi qui donne. On a fait de la formation. Ou les formations en direct, les formations en groupe, ou même des lunch and learn. Des fois, on a quelque chose d'un peu plus décontracté. Tout le monde amène son lunch et on discute. Ou les formations thématiques, c'est-à-dire avec un groupe en particulier, soit de l'ingénierie, soit d'un service corporatif, et on discute de propriété intellectuelle de manière ouverte, si on veut, pour pouvoir mieux les renseigner. Donc, après la formation, il y a d'autres choses aussi, c'est qu'il faut intégrer un processus aux autres processus dans l'entreprise. Donc, nous, la manière de faire, c'est de l'intégrer à la gestion de produits, au projet et aussi aux services, et d'autres processus aussi. Donc, c'est de la faire partie intégrante de l'entreprise. Mais dans tout processus, il y a une décision qui doit être prise. Puis on le verra sur la prochaine slide où cette décision se prend, mais avant, je pense que c'est mieux de l'isoler et de dire, il faut décider, est-ce que je le garde secret? Est-ce que je peux le garder secret? Ou est-ce que je vais déposer une demande de brevet ou utiliser un autre moyen quelconque pour pouvoir le protéger? Donc, c'est cette question-là qu'il faut se poser. La sous-question aussi, c'est de dire, est-ce que c'est possible pour mon compétiteur ou moi-même de pouvoir faire de la rétro-ingénierie? C'est-à-dire savoir vraiment, avec quand même des efforts raisonnables, pouvoir déterminer est-ce qu'on utilise ma solution ou est-ce qu'il vaudrait mieux que je la garde secrète? Et ça, il faut garder en tête que ça peut changer à travers le temps. Comme vous l'avez vu dans l'exemple que je vous ai donné, au départ, c'était un secret dans l'entreprise, mais par la suite, on est obligé de dévoiler une partie de la solution puis il fallait la protéger. La fonctionnalité a été protégée avec succès. Donc, si je vous présente nos boîtes, notre processus simplifié à CAE, donc de manière traditionnelle, on a un ou des inventaires qui nous amènent de résider, on les traite en faisant la recherche, savoir si c'est nouveau ou pas. Ensuite, l'évaluation d'affaires. C'est là ce que je vous parlais tout à l'heure, de faire, de voir quel est l'équilibre entre garder secret ou sinon déposer une demande de brevet. Ou même de faire une divulgation publique défensive, c'est-à-dire on publie puis personne ne va avoir de brevet. Puis à ce moment-là, on la met en ligne parce que nous, notre service, c'est de collaborer avec les autres communautés scientifiques. Donc, tout dépendamment de la solution, c'est ce qu'il faut garder en tête. Donc, si on va, maintenant, ça nous amène à la décision qui vient avant le dépôt à différents bureaux de brevets. On ne s'attardera pas à ce dépôt-là, mais attardons-nous à la décision. Maintenant, de garder secret ou de déposer une demande de brevet ou d'utiliser un autre moyen, ça doit être basé sur une décision interne, selon votre stratégie, sur ce que vous voyez à long terme, à court terme, quel est le moyen pour pouvoir contourner votre solution ou pas. Donc, tout pèse, tout doit peser dans la balance quand vous prenez cette décision-là. Évidemment, là, Thierry nous a donné un bon exemple d'une entreprise multinationale qui a les ressources nécessaires pour engager des gens spécialisés dans les questions de propriété intellectuelle. Si vous êtes une compagnie en démarrage, vous êtes probablement découragé juste à nous entendre en disant « Voyons donc, c'est pas possible de mettre tout ça en place ». Les défis sont évidemment les mêmes pour une entreprise en démarrage ou une PME. C'est le même défi, c'est de s'assurer de développer une culture de protection puis d'avoir les moyens de la mettre en œuvre. En fin de compte, vous ne pourrez jamais être trop rigoureux. Si vous avez les moyens de mettre en place un processus, allez-y dès le départ. Par contre, ça demande du temps et ça demande des efforts, puis c'est peut-être pas le genre de choses que vous pouvez vous permettre de faire quand l'entreprise est en démarrage. Par contre, la culture, vous avez un effet dès le départ. Vous avez un effet comme entrepreneur dès le départ quand vient le temps de mettre en place une culture dans l'entreprise. Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue. Souvent aussi, étant donné qu'on n'a pas le temps et les moyens de mettre en place un processus, ni même le temps et les moyens de challenger nos interlocuteurs et de dire « Non, je ne peux pas te parler de ça. » Souvent, on va exiger qu'on nous divulgue des choses pour aller de l'avant, pour obtenir du financement ou d'autres choses. Et on va devoir se rabattre sur la confiance qu'on peut avoir dans ces gens-là. C'est vrai que des fois, on n'a pas le choix. Il faut tout simplement faire confiance aux gens avec qui on va faire affaire.
Mais je donne toujours le même exemple, c'est qu'il n'y a aucun document légal de toute façon qui va transformer un requin en lapin. Je veux dire, si vous êtes dans une salle avec un requin, vous allez vous faire bouffer. Si vous avez les bons documents légaux, ils vont peut-être réussir à éliminer les dents un petit peu, ils vont peut-être faire moins mal, mais vous allez vous faire bouffer pareil. Ça ne transformera pas votre requin en lapin. Fait que si vous êtes mal à l'aise avec une personne, avec un interlocuteur, ce n'est pas des documents légaux ou des processus de protection qui vont y faire grand-chose. Là, c'est une question de confiance. Par contre, même dans des cas où vous devez vous rabattre sur la confiance, il y a des manières de documenter ce que vous êtes en train de faire, des manières de rendre explicite le plus possible les décisions d'affaires que vous avez prises, de façon à ce que plus tard, quelqu'un ne vous dise pas « Pourquoi tu n'as pas protégé tel aspect de ta technologie? » J'avais toute la bonne foi au monde possible pour le faire, mais ou bien c'était une technologie qui était jugée non brevetable à l'époque parce que c'était soit trop logiciel ou je ne sais trop, ou qu'on a considéré qu'elle n'était pas nouvelle, ou sinon c'est une technologie pour laquelle je n'avais pas suffisamment de fonds pour procéder avec une protection par brevet. C'est correct, mais on a pris une décision d'affaires et on a continué à évoluer. Les entrepreneurs prennent des dizaines de décisions d'affaires tous les jours. C'est juste que celle-là doit être documentée autant que n'importe quelle autre qui est critique pour l'entreprise en bout de ligne. Si tu me permets, Benoît, quand on parle de moyens, c'est-à-dire d'investir dans sa propriété intellectuelle, moi, j'ai déjà été aussi en cabinet par le passé, sans être avocat non plus, être ingénieur. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on se base souvent à dire, OK, ça va coûter cher d'avoir un brevet, de mettre un brevet en place, d'obtenir, de faire toute la démarche, demande de brevet, en tout cas, tout ça. Puis on se dit, bien, je vais essayer de le garder le plus possible comme secret ou je veux faire en sorte que je vais avoir des relations d'affaires qui vont me permettre de vendre mes produits. Mais posez-vous la question, une question qui m'a été posée, moi, par même un VP exécutif d'une grande compagnie. Je lui ai dit, bien, regarde, tu peux faire soit breveter, tu peux soit faire une publication défensive ou le garder secret, ou tu peux ne rien faire. J'ai enlevé cette option-là de mon processus. Depuis qu'il m'a dit une chose, il m'a dit, oui, mais ça coûte cher rien faire. Parce que quand on finit par se rendre compte que quelqu'un d'autre utilise notre technologie, à ce moment-là, c'est là qu'on voudrait faire marche arrière et protéger notre propriété intellectuelle. Puis cette question-là se pose, que ce soit une multinationale, que ce soit une PME, ça se pose dans tous les contextes. Ouais. Et il ne faut pas perdre de vue non plus que la majorité des entreprises entre elles sont de bonne foi. C'est sûr qu'on a des exemples de litiges à plus finir en propriété intellectuelle comme ailleurs, mais la majorité des gens ne vont pas sciemment vouloir voler la propriété intellectuelle de l'autre. Quand c'est le cas, là, il y a des recours, puis je pense que José et Alex vont pouvoir en parler. Qu'est-ce qui arrive quand il y a vraiment une question de malversation? Mais fondamentalement, les entreprises de bonne foi, si on est à même de développer une technologie qui a été développée par un autre et de prendre une part de marché, puis que c'est profitable pour tout le monde, bien, tout le monde va être content. C'est pas toujours adversarial là, dans ces cas-ci. Puis dans le cas des PME, bien, vous avez souvent une équipe autour de vous, vous avez des gens qui peuvent vous aider. L'idée, c'est souvent d'aller identifier un champion, une championne dans l'entreprise qui ne sera pas maître des clés. Ce n'est pas l'idée de donner à cette personne-là l'ensemble des données sur tous les secrets commerciaux, mais c'est plutôt que cette personne-là va avoir les connaissances, les compétences pour être capable d'aider le processus de décision d'affaires. Ça peut être une personne qui a déjà une position hiérarchique, mais ce n'est pas nécessaire non plus. Mais il faut donner à cette personne-là l'autorité morale pour mettre en place et pour développer la culture de protection. Une autre chose qui est importante de dire, processus de protection ou culture de protection, ce n'est pas culture du secret, ce n'est pas culture de la conspiration non plus. C'est normal que l'information circule à l'intérieur de l'entreprise. Il faut juste être conscient des limites de l'entreprise, justement, puis de ne pas les passer, ces limites-là, sans avoir pris une décision, encore une fois, à ce sujet-là. Encore une fois, ça va? Combien j'ai perdu de gens à main levée? Les gens qui sont perdus? Non, ça va? Ah, un? On va tous poser des questions à la pause. On va rallonger la pause. Oui, c'est ça. N'hésitez pas à poser des questions à n'importe quel moment, encore une fois. Quelques exemples connus, ou en tout cas des exemples qui frappent plus l'imaginaire. La fameuse recette de Coca-Cola, c'est un secret commercial. Si le Coca-Cola n'était pas protégé, je suis à peu près sûr que tous les colas et autres de toutes les chaînes goûteraient toutes la même chose. Donc, il y a des processus qui ont été mis en place par Coca-Cola pour s'assurer que la recette allait rester secrète, c'est bien évident. Il y a des rumeurs, il y a toutes sortes de choses qui circulent à ce sujet-là, mais vraiment, c'est un bon exemple de secret de commerce bien protégé.
Le secret de la caramilk, c'est plutôt un contre-exemple, honnêtement. C'est plutôt une marque de commerce à ce moment-ci, parce que des tablettes de chocolat avec du caramel à l'intérieur, là, évidemment qu'il n'y a plus juste caramel qui en fait. Par contre, effectivement, il y a peut-être quelque chose d'autre de secret dans leur recette. Que ce soit dans le caramel, dans le chocolat, il y a peut-être des recettes qui sont particulières. Mais comment insérer du caramel entre 2 couches de chocolat, ça, je pense qu'on peut s'entendre qu'il n'y a pas juste caramel maintenant qui le fait. D'autres exemples de secrets de commerce, bien, il y a les clés de chiffrement, les clés de signature que vous utilisez tous. Bon, est-ce que c'est un secret de commerce ou c'est une information confidentielle? Bien, en bref, ça va dépendre de la valeur que ça a pour l'entreprise. Si la clé de votre la clé qui permet de décrypter l'information que votre CEO reçoit tous les jours, qui est très confidentielle, devient publique, bien, il y a peut-être une grande valeur à ce moment-là qui va être perdue pour l'entreprise. Les stratégies corporatives, ça fait souvent partie des choses qui sont des secrets de commerce. Il faut faire attention de quelle façon elles circulent à l'intérieur et surtout à l'extérieur de l'entreprise. Politique d'embauche, mais ça va dépendre. Certaines fois, on veut mettre beaucoup d'accent, ça devient notre branding aussi, comment est-ce qu'on embauche les gens. D'autres fois, c'est quelque chose qu'on veut garder secret. Les listes de clients, même chose. Dans certains cas, on veut faire en sorte que notre liste de clients rayonne. Dans d'autres cas, on ne veut absolument pas qu'elle rayonne. On va revenir à l'exemple des listes de clients dans le contexte d'emploi aussi, José, je ne me trompe pas, là, parce que c'est quelque chose qui souvent va avoir une valeur au moment, surtout, où l'employé va quitter l'entreprise. Puis les résultats trimestriels, ben oui, c'est confidentiel, c'est très confidentiel, très sensible. Mais par définition, c'est le genre de choses qui vont avoir une durée de vie confidentielle très courte. Mais pendant la période où c'est confidentiel, il faut absolument que ce le soit. Est-ce que c'est un secret de commerce? Bon, je ne sais pas. Mais comme je vous disais tantôt, que ce soit confidentiel ou secret de commerce, il faut probablement mieux le traiter avec plus d'égards. Encore une fois, arrêtez-vous. En ce qui concerne les mesures de protection, quand on met en place des mesures de protection dans l'entreprise, en fin de compte, l'objectif primaire qu'on vise, c'est d'empêcher le vol puis d'empêcher les divulgations indues de nos secrets de commerce ou de notre information confidentielle. Le vol peut être fait par des employés, par des anciens employés, ça peut être par de l'espionnage, mais peu importe comment l'information est volée, en bout de ligne, on a perdu le contrôle à partir du moment où elle a été rendue publique, où elle est rendue du côté public de la force. Il y a aussi des divulgations involontaires, des inventeurs trop enthousiastes, des dirigeants trop enthousiastes qui veulent faire rayonner l'entreprise, mais il y a un coût aussi à faire rayonner l'entreprise quand pour la faire rayonner, il faut divulguer l'information qui aurait dû être gardée confidentielle. Il peut aussi y avoir des divulgations malveillantes ou sonneurs d'alerte. Des fois, la ligne est mince. Je pense aussi qu'on va y revenir, les lanceurs d'alerte. De quelle façon est-ce que la protection des secrets commerciaux doit être mise en balance avec le potentiel des lanceurs d'alerte. Et il y a aussi un objectif secondaire à toutes les mesures de protection, c'est qu'éventuellement, s'il y a un bris d'un de vos secrets commerciaux, il faut être en mesure de démontrer qu'il y avait des mesures raisonnables et adéquates pour protéger l'information, pour éventuellement avoir accès à des compensations, parce que sinon, vous n'aurez absolument accès à rien du tout s'il n'y a pas de démonstration que vous pouvez faire que les mesures de protection étaient mises en place au préalable. Quelques exemples de bonnes pratiques ou des meilleures pratiques en ce qui concerne davantage l'interface interne à l'entreprise. Bien, on a déjà parlé de politique claire, de processus explicites, de support hiérarchique puis de formation continue. Ça tombe tout sous le couvert de la culture de protection dont on a parlé avant. C'est de la gouvernance, mais ça part quand même assez tôt dans le processus de développement de l'entreprise. Ça change une culture d'entreprise, mais c'est quelque chose qui prend du temps, fait qu'il vaut mieux l'établir rapidement. D'autres mesures, c'est d'identifier explicitement les documents qui sont liés au secret. Ça paraît simple, mais en bout de ligne, quand notre technologie se décline dans plusieurs produits, il y a de l'information publique, il y a de l'information confidentielle, il y a des secrets de commerce. Identifier chacun des documents, ça demande beaucoup d'énergie quand même. Le fait de les identifier nous permet aussi de les entreposer différemment du reste de nos informations, que ce soit physiquement, parce qu'on a des prototypes, par exemple, qui sont des secrets de commerce, ou parce que carrément, on a de l'information papier qui décrit nos secrets, et aussi de façon électronique. L'information liée au secret, ça prend différentes formes. C'est complémentaire. Il faut s'assurer que c'est protégé physiquement contre l'accès involontaire. Souvent, on va parler de morcellement de l'information liée au secret. C'est sûr, on peut dire, bon, le document, il y a les 30 premières pages à un endroit, les 30 prochaines à l'autre. Oui, c'est correct. Mais c'est aussi de s'assurer de fonctionnellement, du point de vue de la fonctionnalité, comment est-ce qu'on découpe tout ça pour que personne puisse reconstruire le secret de commerce.
L'exemple là-dessus, en tout cas selon la rumeur, mais encore une fois, je n'ai pas d'informations moi-même là-dessus, c'est Coca-Cola, qui, selon la rumeur, encore une fois, sa recette est scindée en plusieurs éléments conservés dans différents sites physiques, carrément dans des coffres-forts physiques distincts, de façon à ce que personne dans l'entreprise ait connaissance du processus complet qui mène à leur formulation. L'autre exemple, si j'ai bien compris le processus, mais encore une fois, souvent, on déduit certaines choses avec l'information publique qui nous est donnée. Chez Sony, pour le développement de la PlayStation 4, vous pourrez remarquer que la fabrication se fait à la fois en Chine et au Japon. Donc, ça m'amène à penser qu'il y a certains éléments qui sont construits dans des usines distinctes de façon à ce qu'encore une fois, il n'y a personne qui puisse produire 100 % de la technologie à aucun endroit. Ça évite notamment que l'entreprise fasse le produit tel quel pendant 8 heures et le produit contrefait dans la même usine pendant un autre 8 heures, puisque l'entreprise n'a pas connaissance complète du processus. Mais c'est aussi potentiellement le fait que dans certaines juridictions, l'information confidentielle peut être protégée différemment. Donc, ça permet d'avoir un meilleur contrôle. Évidemment, on parle de restrictions d'accès sur la base du besoin d'affaires, que ce soit accès aux documents tangibles, aux documents électroniques et aussi aux lieux physiques. On a à peu près tous des cartes le matin où on passe, mais ce n'est pas juste, pour nous réveiller avec le bip de la porte d'entrée. Il y a des bonnes raisons à ça. Il faut être capable de contrôler, de monitorer de quelle façon les choses et les gens circulent. Dans certains contextes, c'est plus critique que d'autres. Mais bon, il ne faut simplement pas perdre de vue cet aspect-là. Dans la restriction d'accès, il y a aussi tout ce qui est politique, je dirais, du côté technologie de l'information, gestion des mots de passe, gestion des processus d'encryption, aussi la localisation, où est stockée l'information. Je pense qu'on va y revenir, mais ça revêt une importance capitale parce que les lois des différents pays prévoient différentes choses sur l'information confidentielle qui est stockée à un certain endroit. On parle aussi des révisions des communications internes. Comme je disais, si vous êtes à l'interne de l'entreprise, en théorie, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème à ce qu'un secret de commerce circule. Mais plus l'information va circuler, plus le risque qu'une seule personne divulgue le secret de commerce est grand. Et si une seule personne le divulgue, à ce moment-là, on vient de perdre la valeur. Pour contrer ça, certaines fois, on va utiliser un autre code pour désigner soit un ingrédient secret, soit un compétiteur ou une information qui circule dans l'entreprise, mais qui, même si elle était rendue publique telle qu'elle, ne dirait pas grand-chose à quelqu'un de l'extérieur. Donc, on peut encoder nos communications internes, mais surtout ici, le message, c'est vraiment de les réviser, pas de tenir pour acquis que parce que c'est à l'interne, il n'y aura jamais de divulgation à ce sujet-là. Du côté davantage externe, là, on va parler des politiques d'approvisionnement des biens et services et aussi de la gestion des données des tiers. On a parlé un peu de la gestion des données des tiers préalablement. C'est important aussi de regarder la politique d'approvisionnement. Qu'est-ce qu'on met dans nos appels d'offres et de quelle façon ça divulgue comment nos produits fonctionnent. Si on fait un appel d'offres où on veut un produit compatible avec notre technologie, est-ce qu'on est en train de donner dans l'appel d'offres certains secrets commerciaux? Il faut faire attention. Ça devient une divulgation publique éventuellement. En fait, qu'est-ce que ça signifie public? Bien, si on revient à l'exemple du fameux DVD et de la clé pour les écrire, il y avait deux parties qui étaient impliquées, le DVD Copy Control Association, qui était finalement les manufacturiers du côté DVD, et un individu qui, lui, avait trouvé comment mettre en place la technologie. Lui, l'a divulgué dans un forum d'information en disant « Hey, regardez ça, si vous utilisez mon logiciel, vous pourrez à ce moment-là lire des DVD sur le système d'exploitation Linux. » Très intéressant, sauf que des gens ont rapidement vu que ça avait le potentiel de changer complètement l'industrie et cette clé-là a été republiée ailleurs des dizaines de fois. Ce que DVD Copy Control Association a tenté de dire, c'est que puisque ça avait été publié originalement dans un site obscur, peu accessible, ça aurait dû conserver son état de secret commercial. Et ça avait été accepté par la Cour, cet aspect-là, que si c'est uniquement publié dans un seul forum, à un seul endroit, et que ce n'est pas, par exemple, indexé par les outils de recherche, que ça peut être considéré comme étant pas une divulgation publique. Par contre, dans ce cas-ci, puisque ça avait été réutilisé ailleurs, la Cour a tout simplement jugé que ça avait été une divulgation. D'ailleurs, la définition du public, elle est très large. C'est sûr qu'elle varie, comme je le disais, là, avec le secret commercial, on peut peut-être penser que le public est plus restreint. Mais à tout le moins, en brevet, la façon qu'on a d'expliquer la divulgation pour éviter qu'on ait
une perte de contrôle sur notre propriété intellectuelle, c'est vraiment dire que si vous en parlez à n'importe qui n'est pas sous entente de confidentialité ou qui n'est pas à l'intérieur de l'entreprise, il s'agit d'une divulgation publique. Vous en parlez dans un ascenseur avec quelqu'un qui est présent, c'est une divulgation publique. Vous en parlez au restaurant pendant qu'il se passe toutes sortes de choses autour, c'est une divulgation publique. Vous en parlez à votre voisin, vous en parlez avec votre mari, avec votre épouse, votre époux, c'est la même chose, c'est divulgation publique. La question après ça, c'est de savoir est-ce que la personne qui a reçu l'information, d'un, s'en souvient, et de deux, peut le prouver. Mais il reste que fondamentalement, il y a eu divulgation publique. Maintenant, est-ce que ça a des conséquences? C'est autre chose. Mais divulgation, la définition, c'est vraiment très, très, très large. Il faut vraiment être à l'affût de ça. Évidemment, il y a des façons classiques de contrer ça. La fameuse entente de confidentialité et de non-divulgation, le NDA, c'est certain que c'est un bel outil. Mais le fait qu'il y a eu divulgation, vous ne pourrez pas le changer par un NDA. Vous ne pourrez pas signer un NDA en disant, tu sais quoi, la discussion qu'on a eue hier, finalement, était confidentielle. Non, la divulgation a eu lieu et là, je peux te contraindre à ne pas divulguer plus tard. Mais ça ne change pas le fait qu'il y ait divulgation. Non seulement ça, mais si dans une entente de non-divulgation, j'indique, noir sur blanc, je t'en ai parlé hier publiquement, mais par la suite, tu seras tenu de ne pas en parler, bien, tu viens d'établir qu'il y a eu divulgation publique. Il faut faire attention à ça. C'est un bel outil, mais il faut l'utiliser correctement. Je pense que Naïm va être davantage en mesure de nous parler de l'entente. C'est vraiment plus dans ta table que dans la mienne. Merci beaucoup, Benoît. Merci aussi, Thierry. En fait, quand on regarde tout ça d'un point de vue contractuel, c'est-à-dire non pas à l'intérieur de l'entreprise, mais quand on est en train d'avoir des relations contractuelles avec des tiers, en gros, il faut bien écouter ce que Benoît et Thierry ont dit, parce que toute la stratégie des contrats est basée sur ce qu'on vient de voir. Et donc, quand on parle d'entente de confidentialité, de NDA, on pense normalement à deux choses. On veut s'assurer d'empêcher la divulgation et on veut aussi s'assurer d'empêcher l'usage. Par contre, même si c'est quelque chose qui est essentiel, une entente de confidentialité, comme tu le disais, Benoît, ce n'est pas du tout quelque chose qui est suffisant. Alors, Benoît parlait notamment que dans certains États, je pense au Massachusetts et à New York, si ma mémoire me sert bien, que l'usage d'un secret commercial doit être continu. Donc, peut-être pas dans votre entente de confidentialité, mais dans votre entente plus générale de distribution, est-ce que vous devez penser à est-ce que cet usage doit être continu, puis comment est-ce qu'il doit être encadré? Un autre point que j'ai retenu, c'est que, comme Thierry, tu le disais, et puis tu me l'avais dit dans d'autres mots une autre fois, chez CAE, la capacité de la technologie est très importante, mais c'est la capacité des gens qui est aussi très importante. Et donc, souvent, quand on va parler de non-divulgation et tout, les gens vont dire, bon, voici mon entente de confidentialité, elle a une page, comme ça on va pouvoir faire affaire ensemble très rapidement. C'est plus des fois un outil de marketing que c'est un outil, plutôt qu'un outil qui est utilisé pour vraiment penser, disons, à la valeur de ce qu'on est en train d'échanger. Et c'est dans cette optique-là où il faut, je crois, faire très attention puis penser vraiment à cette stratégie. De votre côté, peut-être, vous avez décidé de commencer par créer de l'innovation à l'interne, puis peut-être au milieu de votre processus, vous décidez que vous avez besoin d'acheter cette innovation parce qu'il y a des caractéristiques ou bien une expertise que vous n'avez pas à l'interne. Est-ce que, dans le cadre de CNDA autrement, les gens et les technologies, les deux, sont aussi fortes chez ce tiers qu'elles ne le sont chez vous? Si vous êtes une entreprise comme CAE puis que vous faites affaire avec un start-up, peut-être que la technologie va être excellente, mais peut-être que toute la structure par rapport aux gens, dans le cadre des gens qui viennent et qui partent, va changer la donne. Et donc, tout ça pour dire qu'une fois que le contrat est signé, le travail n'est pas terminé. Il faut effectivement surveiller si les choses se passent bien. Pourquoi? Puis on revient à la base. Si le secret commercial est divulgué, la valeur est partie en fumée. Donc, c'est très important de penser à ça et disons, d'assigner les bonnes ressources.
très souvent, puis encore tu en parlais, Thierry, on dit un brevet coûte cher parce qu'on pense à tout ce qu'il faut pour préparer un brevet puis pour le déposer. Un secret commercial demande aussi de l'argent et du temps et des ressources, mais c'est quelque chose qui est à l'interne. Je t'en prie, Benoît. Une chose qui est importante à considérer au niveau du secret commercial, c'est qu'il ne s'agit pas juste de dire « Ah, c'est un secret commercial » et on passe à autre chose. Si on ne réduit pas le secret commercial à une forme plus tangible, plus mesurable, on n'a pas complété le processus. Donc, la documentation, tous les efforts qu'on met effectivement sur une demande de brevet devraient, en théorie à tout le moins, être mis aussi sur la documentation du secret commercial pour être bien conscient de c'est quoi notre secret commercial, puis en établir les limites. Le brevet va effectivement servir beaucoup à ça, établir les limites d'une certaine technologie. Il faut faire le même genre d'exercice avec le secret commercial. Tu as tout à fait raison. Merci, Benoît. Donc, on a malheureusement certains exemples dans la jurisprudence de personnes qui ne vous ont pas bien écouté. Entre autres, GEC Alstom Énergie contre Ernest, où malheureusement l'employeur n'avait jamais pris de précautions particulières pour protéger ses plans et ses dessins. Et puis, c'est peut-être quelque chose qui a un niveau, disons, de risque quelconque qui est à l'interne. Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de sous-traitants. Et ils transmettaient ou ils fournissaient les plans sans précaution particulière. Évidemment, quand on est au service juridique, on va dire c'est impossible, on va avoir des contrats pour tout, mais très souvent, on a peut-être vous avez des employés qui ont des relations avec des sous-traitants. Eux savent que ce sous-traitant a une expertise particulière. Peux-tu m'aider avec ça? Je t'envoie les plans, on en parle entre nous. C'est là où on revient à la formation. N'est-ce pas? Donc, c'est vraiment un travail qui doit être fait à plusieurs niveaux. On parle de divulgation, on parle de surveillance. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour surveiller? Michael et moi avions fait une présentation sur la cybersécurité à certains d'entre vous l'année passée. Et pour moi, la cybersécurité, c'est simplement une sorte de moyen, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que la cybersécurité est si importante? Parce que si quelqu'un va chercher une copie de votre brevet, est-ce que c'est un problème? Pas beaucoup. Mais si c'est un secret commercial, là, ça a un impact qui est crucial pour la gouvernance, pour votre président, votre vice-président, pour tout le conseil d'administration. Et donc, quand vous pensez à la cybersécurité, je pense que l'importance de la cybersécurité pour vous est liée justement à cette question de secret commercial. Maintenant, quand on fait affaire avec des tiers, souvent ils vont dire oui, aucun problème pour la confidentialité, mais par rapport à la sécurité, ils vont avoir dans leur contrat quelque chose qui va dire pour la sécurité, je vais faire de mon mieux, et c'est tout. Ça ne va pas nécessairement être assez. En fait, c'est pas mal sûr que ça ne va pas être assez si ce qu'on veut protéger, c'est un secret commercial plutôt qu'une information confidentielle. Et donc, il faut y aller, disons, peut-être hors du légal. Et puis, d'un point de vue d'affaires, moi, c'est toujours comme ça que je le regarde. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de se baser sur des standards qui sont reconnus? Donc, ISO 27001, ISO 27005 ou d'autres standards comme ça, qui vont nous permettre d'arriver au même résultat, ça veut dire de s'assurer d'un niveau de sécurité. Aussi, de nous permettre que si on n'a pas les capacités à l'interne d'aller faire cette vérification, d'aller faire ce audit chez nos tiers, si ces tiers ont effectivement ce standard, à ce moment-là, eux sont de toute façon vérifiés ou audités par cette autorité. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant à ajouter dans le contrat de confidentialité ou dans un contrat plus général de distribution pour vraiment sécuriser, sans faire de mauvais jeu de mots, non seulement l'aspect de non-divulgation, mais aussi le standard de sécurité qui est nécessaire pour qu'ensuite, s'il y a un problème et que José ou Alexandre sont appelés à défendre vos droits, qu'ils aient ce qu'il faut pour vraiment prouver qu'effectivement, on était dans le cadre d'un secret commercial. On peut aussi penser à, revenons aux gens, si vous obligez un dirigeant du tiers à signer trimestriellement ou annuellement qu'effectivement tout ce qui est écrit dans le contrat ou les sécurités, etc., que tout a vraiment été respecté.
À ce moment-là, je pense que vous aidez, puis je le vois un peu comme un incitatif, parce qu'on parlait d'incitatif positif aussi, c'est un incitatif pour que cette personne soit plus impliquée à l'interne chez eux, pour effectivement déterminer est-ce que cette culture est réellement là. Parce que si quelqu'un signe son propre nom, ça a vraiment un impact qui est différent. Donc, tout ça, ce sont des petits exemples pratiques qui pourraient être... Oui, mais en même temps, si on prend le revers de la médaille, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Dans certains cas, on est du côté où on veut s'assurer que l'autre partie va tenir ses obligations. Mm-hmm. C'est quoi le risque pour le dirigeant qui signe une entente de ce type-là? Est-ce qu'il y a quelque chose de tangible là, à vérifier? Oui, effectivement. Ça veut dire que tout dépend du côté où on est, absolument. Je pense que l'important, l'approche qui est la meilleure approche à prendre, c'est d'essayer d'avoir quelque chose qui est le plus objectif possible. D'accord? Très souvent, pour aller vite, on va dire on va avoir une sécurité selon les pratiques de l'industrie ou les meilleures pratiques de l'industrie. C'est quelque chose qui est dynamique. Donc, dans un contrat à long terme, peut-être que c'est quelque chose qui est utile. Mais ce n'est pas mauvais d'avoir peut-être, surtout dans le cadre d'un secret commercial ou une partie d'un secret commercial qui va être divulgué, de faire vraiment une vérification diligente au début entre les gens de IT, des TI, pour vraiment s'assurer que d'un point de vue opérationnel et technique, ce qui est fait est fait. Et sur cette base-là, si on est capable d'avoir certains, disons, certaines exigences qui sont plus objectives, ça va être beaucoup plus facile pour le dirigeant de le faire. Le reste, évidemment, est dans la rédaction. Puis ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça doit t'appartenir à toi. Oui, bien, ça nous appartenir à nous tous, en fait, qu'on peut protéger nos présidents puis le conseil d'administration aussi. Donc, on a parlé de lieux de stockage de données parce qu'effectivement, ça dépend de la loi. On a parlé des standards. On a parlé des attestations périodiques des dirigeants. Aussi, prévoir la destruction ou la remise des données confidentielles à la fin, c'est quelque chose qui est important aussi pour que les choses ne se perdent pas. Benoît, tu nous avais parlé plus tôt de l'interdiction de reverse engineering, de rétroconception, c'est bien ça? Rétro-ingénierie, on utilise plus reverse engineering. Ouais. Il n'y a pas d'interdiction en tant que telle de le faire. On peut mettre une interdiction dans un contrat, dans une entente. Mais encore une fois, il faut être capable de démontrer qu'il y a bel et bien eu... En fait, on n'empêchera jamais personne de faire de la rétro-ingénierie. C'est peut-être qu'on va empêcher l'usage des preuves qu'on aurait pu obtenir uniquement de cette façon-là. Mais oui, la rétro-ingénierie, ça fait toujours partie du contexte pour n'importe quelle solution technologique où il y a un produit tangible qui est échangé, c'est sûr. Je peux rajouter, ça nous protège avec l'autre partie. La partie A, la partie B ont un contrat en place, puis on se protège contre la rétro-ingénierie, mais on n'empêche personne d'autre, le reste de la planète, de pouvoir faire cette rétro-ingénierie-là. Puis est-ce que quelqu'un peut le faire pour un tiers parti, même quelqu'un qui l'a signé? C'est ça qu'il faut aller dans cette portée-là pour restreindre la possibilité de rétro-ingénierie de nos partenaires et clients. Puis j'aime beaucoup cette approche Thierry parce que je pense que il faut, ce que je retiens de ce que vous me dites, c'est que oui, il faut faire beaucoup de travail à l'interne, mais aussi une fois que ce secret a été créé puis qu'il a été utilisé pour être dans un produit fini, n'est-ce pas, dans un produit finite product, à ce moment-là, il faut quand même faire une vérification. Est-ce que c'est facile pour quelqu'un d'autre de découvrir ce qui se passe? Et donc, il y en a plusieurs, mais on a un autre exemple de jurisprudence de conception SN-VENA contre DIT équipement, où dans ce cas, on n'est pas dans un concept d'ingénierie ou de logiciel de la même manière. On parle de blocs de ciment. Donc, si vous voulez refaire l'entrée de votre maison, peut-être que vous allez vouloir des blocs ou des pavés de ciment devant la maison. Et peut-être que vous, votre époux ou votre épouse va préférer quelque chose qui a un certain cachet. Et donc, dans ce cadre-là, il y avait eu un culbuteur ou un tumbler qui avait été créé pour justement prendre des blocs de pavés qui étaient tout à fait nouveaux. On les culbute et puis ça leur donne un aspect qui est plus vieux. Ah, vieillot, t'appartient. Voilà, exactement. Et dans ce cadre, c'était entre un fabricant et un distributeur. Puis très honnêtement, les problèmes, très souvent, je vais vous dire, qu'on voit dans la jurisprudence avec les tiers, c'est par rapport à la distribution.
Et donc, ici, on avait quelqu'un qui avait pris le temps d'avoir une entente de confidentialité écrite et ensuite qui avait fait une entente verbale de distribution. Et dans ce cadre-là, ce que la Cour a déterminé, c'est que le fait de signer cette entente de confidentialité ne voulait pas dire nécessairement qu'un secret commercial avait été transmis. Donc, ce n'était pas suffisant. Merci. Et que cette question de divulgation, de non-divulgation, n'est pas du tout équivalent à une question de non-concurrence. Donc, on ne peut pas inférer d'une entente de confidentialité que la personne ne peut pas faire concurrence avec nous. Et dans le cas spécifique, ce qui était arrivé, c'est justement une question de reverse engineering où les spécifications et les dessins étaient transmis de temps en temps à la clientèle. Et à cause de ça, et puis on le voit dans d'autres arrêts de jurisprudence du Québec, mais aussi d'ailleurs au Canada et aux États-Unis, où les gens disent « Oui, vous avez quelque chose de très compliqué. Je vois quelque chose de très compliqué qui a l'air plus ou moins similaire. » Ça ne veut pas dire qu'un secret commercial a été utilisé à mauvais escient. Tout dépend si, pour le public, c'est facile de revenir par cette rétro-ingénierie ou autrement. Une autre question que, d'un point de vue pratique, quand vous faites des négociations pour des ententes de confidentialité, on va arriver aussi souvent à la question de la durée. Est-ce que ça devrait durer 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ou être indéfini ou bien perpétuel? Et donc, on veut simplement porter votre attention au fait que pour certains États aux États-Unis, la jurisprudence indique que si, pour les secrets commerciaux, l'obligation de confidentialité est à durée définie plutôt que perpétuelle, ça pourrait faire perdre le caractère du secret commercial. Parce que, selon cette jurisprudence, évidemment, c'est du cas par cas, mais selon cette jurisprudence, les exigences ne sont pas assez importantes pour démontrer l'importance du secret. Maintenant... Bon, ça va. J'ai toujours été chanceux, moi, pour ces choses-là. Il faut la remettre. Thierry est assez grand. Je vais me mettre sur tes épaules, moi. À ce sujet-là, Dave, ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que le brevet dont on a parlé plus tôt, c'est quelque chose qui a vraiment une durée de vie déterminée. On va rendre la technologie disponible au public après 20 ans après la date de dépôt. Et ça fait partie du système, c'est l'objectif fondamental du système. Donc, la protection va être limitée dans le temps. Le secret commercial, par contre, s'il est bien protégé, s'il est bien formulé aussi, peut avoir une durée de vie qui est indéterminée, qui est infinie, comme on le voit dans le cas de Coca-Cola, par exemple, qui ça fait plus de 100 ans qu'ils utilisent quelque chose toujours autour des mêmes éléments fondamentaux de leur secret. Donc, effectivement, la durée de vie est à considérer, c'est ça. Une autre chose, c'est donc, une fois que votre entente de confidentialité est signée, est-ce que le travail est terminé? Puis je pense que la réponse, de ce que je comprends encore de vous, c'est réellement non. Pourquoi? Parce que on est dans un environnement d'affaires qui évolue très rapidement. Le dynamisme est très important et la manière de faire la rétro-ingénierie peut changer très rapidement aussi. Donc, il faut être au courant des changements. Je vous donne un exemple de l'année passée aux États-Unis où il a été trouvé que si on fait de l'imprimerie 3D et que quelqu'un passe à côté de la machine et puis simplement enregistre l'audio, le bruit que cette imprimerie 3D fait, il peut reproduire avec 90 % de qualité la même chose. Et donc, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup surpris quand je l'avais lu. Et c'est pour ça que quand vous, disons, regardez vos contrats de distribution, vos contrats de sous-traitants, est-ce qu'il faut donc, si vous faites justement pour la distribution des sous-traitants et vous voulez faire de l'imprimerie 3D pour que votre chaîne logistique soit encore plus rapide, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous devez mettre justement dans votre entente ou comment vous devez l'améliorer selon les différentes possibilités pour la rétro-ingénierie? Donc, ce dynamisme est important par rapport à la technologie. Ce dynamisme est important par rapport à la mobilité des employés qui pourraient devenir des sous-traitants. Et c'est quelque chose qui est très important par rapport à tout ça.
La circulation des personnes est quelque chose qui est évidemment très important. Thierry, est-ce que tu peux nous parler un peu de la circulation des personnes chez CAE? Alors, chez CAE, en fait, on va parler d'une manière globale et non pas seulement pour secret commercial. Je dirais que chez CAE, en fait, on a plusieurs unités d'affaires, donc ce n'est pas tout le monde qui peut entrer dans n'importe quelle pièce à n'importe quel moment. Donc, on a des zones aussi qui peuvent être militarisées, donc qui sont sécurisées d'une certaine manière, non seulement pour l'espace, mais aussi pour les renseignements comme tels. Donc, les renseignements ne peuvent pas être passés d'une personne à une autre si certaines personnes n'ont pas les caractéristiques propres à leur profil. C'est-à-dire qu'on on a des codes de couleur, on a certaines informations qui ne peuvent pas être transmises d'une personne à une autre, que ce soit pour l'importation. Le jaune, on va parler au rouge ou l'inverse. Pour certains renseignements. Ils peuvent se parler pour manière se saluer et autres, mais donc il y a cette restriction qui est en place. Écoutez, on a 8500 employés. Si tout le monde avait accès à toutes les informations tout le temps, bien, on aurait un très gros problème. Donc, c'est ça. Excellent. Merci. Et peut-être un dernier point. Tu parlais tout à l'heure, Benoît, du Defend Trade Secrets Act des États-Unis. Oui. Encore là, si vous signez des contrats qui sont justement peut-être les lois des États-Unis ou d'autres juridictions, c'est important de rappeler l'importance de faire la vérification à l'interne. J'avais lu encore là, sous réserve d'une vérification par un avocat des États-Unis, que les dommages que vous pourriez obtenir vont dépendre des fois de l'exception, ça va être mal dit, mais je vais le redire d'une deuxième manière, de l'exception express. Donc, il faut, de manière expresse, avoir certaines exceptions qui sont statutaires pour s'assurer d'avoir des dommages exemplaires. Et puis, je reviens encore à la question d'affaires. Le secret commercial, si on décide d'utiliser ça comme stratégie, s'il est divulgué, toute la valeur part en fumée. Et si c'est un secret commercial qui est très important pour vous, les dommages vont être très importants pour vous, n'est-ce pas? Donc, la question de dommages et puis la question de clause pénale peut être quelque chose qui est très importante. Je terminerai simplement en disant que pour ça, comme pour d'autres choses en technologie, le juridique est là pour aider, mais le juridique n'est pas là pour diriger. Vos assurances, la technologie, la culture, la gouvernance, tout ça, ce sont des points qui sont vraiment névralgiques puis essentiels. Et puis, comme on le verra avec José et Alexandre, ce n'est pas sur la foi simplement d'un contrat qu'on peut arriver là où on veut aller. Là, on est en train de manger du temps de pause à ce moment-ci pour les questions. Ça me fait plaisir de continuer à répondre à vos questions. C'est peut-être plus facile de le faire un à un à partir de ce moment-ci. On sera 5 pour pouvoir y répondre. Vous pouvez venir nous voir à n'importe quel moment, évidemment. À ce moment-ci, là, je me tourne vers vous pour la question timing. Là, il est 9h50. On a 15 minutes, fait que vers 10h05, on s'attend à ce que vous soyez de retour. Et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions à n'importe quel moment.